Bonjour. Bitcoin reprend tranquillement sa hausse entamée aux 30 000 $. Va-t-on une nouvelle fois se faire rejeter par les 38-40 000 $, ou enfin aller voir des plus hauts? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 3000 abonnés, il y aura 30 $ à gagner. Pour participer, c'est très simple, il suffit de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire sous la vidéo. Le tirage au sort aura lieu en fin de semaine. Alors, on va commencer tout de suite l'analyse sans perdre de temps par le daily. Donc, comme on a vu dans les analyses précédentes, on avait une double divergence haussière. Donc, vous voyez, on fait un plus bas, là un double bottom, alors que là on fait un plus haut et nettement un plus haut. Donc, double divergence haussière. Donc, depuis ce moment, on était plutôt bullish sur le Bitcoin. On a pris des trades, bien entendu, toujours partagés sur Twitter, ici aux 31 000 $ et ici sur le retest de la trendline long terme et du bas du triangle aux 33 000 $. Donc trendline long terme, vous voyez, c'est celle-là dont je parle, hein, la grosse trendline bleue. Le niveau d'ailleurs à pas casser si vous voulez pas avoir un Bitcoin chuter fortement. Et ensuite, on avait dit que pour ceux qui avaient loupé les entrées ici, vous pourriez rentrer hop, en 4 heures sur la cassure de cette petite une sorte d'épaule tête-épaule inversée, donc à la cassure de la base ici, ou sur le pullback bien entendu. D'ailleurs le pullback c'était un très long pullback, hein. Vous aviez eu 4, 8, 12, plus de 12 heures pour racheter. Et bien évidemment en attendant la confirmation daily des indicateurs. Confirmation qu'on a eu d'ailleurs pile à la cassure de cette petite trendline baissière. Donc ici, vous voyez, on a un stock RSI qui a croisé à la hausse, qui est au-dessus de la zone de survente, donc c'est ce qu'on veut voir. Un MACD qui a croisé à la hausse avec une bougie verte. Donc à partir de ce moment-là, on avait les trois confirmations. On avait la cassure de la petite trendline, il y avait une entrée possible en trade. Et bien entendu, ceux qui ont loupé pile l'entrée, il y avait le pullback, le très joli pullback ici, aux alentours des 35 500, 36 000 $. Donc, bien évidemment, ceux qui ne sont pas entrés en trade ici, ici ou ici, maintenant, c'est trop tard. Même si en daily, on est bullish, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on est sous une résistance, sous le haut du triangle. Et pas seulement ça, on a vu également hier qu'on avait un niveau de Fibonacci en partant du plus haut qu'on a fait ici jusqu'au plus bas ici. Vous voyez, niveau qu'on d'ailleurs, alors on s'en est fait rejeter hier, rappelez-vous, pile poil sur cette mèche, et là eh bien on est encore en train de affronter ce niveau, donc on n'est pas encore passé au dessus, donc les 0,618 de Fibo. Vous voyez, encore une fois, on est en train de se battre avec, on n'a pas réussi encore à clôturer au dessus. Bien entendu, si on clôture au dessus, en général ça veut dire qu'on va aller rejoindre le Fibo supérieur, donc le haut de la zone de rechargement, les 76,4, 78,6, mais bien entendu il y a le haut du triangle juste au dessus, donc même si on clôture au dessus du Fibo, il y aura quand même le haut du triangle, donc c'est pas non plus le moment le plus opportun pour faire des achats. C'est plutôt même dans cette zone là entre le haut du triangle et le haut de la zone de short, c'est plutôt théoriquement une bonne zone pour short. Voilà, donc bien évidemment ceux qui sont rentrés en trade ici ou au plus bas ici, toute cette zone là, c'est une bonne zone pour prendre un premier profit. Voilà, profit de sécurité, premier profit, 10-20% pour assurer le trade au cas où on devait rechuter. Bien entendu, on ne clôture pas le trade, hein, on prend juste des petits profits. Pour ceux qui sont rentrés ici, alors à moins que vous jouez avec du gros leverage, c'est peut-être un peu tôt pour prendre des profits. Alors, on va dire, vous êtes rentré sur le pullback, ça nous donne du 7-8%. À partir d'un leverage 10, ça vous donne 80%. Effectivement, vous pouvez prendre un profit. Ceux qui jouent sans leverage, 8%, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer à prendre des profits. C'est un peu léger. Mais par contre, ceux qui sont rentrés en trade plus bas, vous êtes déjà même sans levier à 23% et 15%. Après, avec du levier, vous pouvez être beaucoup plus haut, hein. Moi, par exemple, qui ai fait un leverage, alors là, je crois que j'ai un leverage 10 et là, je crois que j'ai un leverage 25. Donc, j'en suis à 150. Là, je dois être à 250%. Donc, bien évidemment, moi, je prends des profits dans cette zone. Ensuite, on avait vu hier aussi qu'on avait le ruban qui nous donnait, qui nous faisait résistance.
Donc ruban qu'on a cassé il y a quelques heures, je l'ai partagé sur Twitter qu'on a cassé le ruban, mais comme je vous ai dit hier, alors effectivement c'est bullish parce que on était resté bloqué sur le ruban depuis le 12 mai, vous voyez, il a fait résistance tout du long, hein. Même ici on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, là on a enfin une vraie clôture au-dessus, donc cette bougie-là, elle n'était pas entière, hein. Quand on veut une clôture, on veut que la bougie soit entièrement au-dessus, donc là celle-là, aïe, on a notre clôture au-dessus du ruban. Mais malheureusement, certes, c'est bullish, mais on a quand même les grosses résistances au-dessus, donc le Fibo et le haut du triangle. Donc, alors, effectivement, pour les plus agressifs, et je dis bien les plus agressifs, avec un petit stop, vous pouviez entrer pile à la cassure, à la rigueur, au 37 350. Un petit stop en dessous les plus bas ici. Voilà, donc 35 600, donc ça vous donne quand même un stop pas trop gros, un stop de 4-5%, allez, un stop de 5%, donc sans levier, c'est un stop tout à fait raisonnable, mais c'est vraiment pour les plus agressifs, hein, c'est quand même risqué, voilà, donc, et si bien entendu vous jouez avec du levier, avec un levier 10, un stop de 5%, ça vous donne un stop de 50%, donc c'est vraiment pas intéressant. Donc, comme on avait vu hier, voilà, même si on casse le ruban, vaut mieux attendre la cassure du triangle, voire même, le mieux à faire en général, c'est d'attendre un pullback, hein. On casse, surtout qu'il y a la zone de rechargement de short juste au-dessus. Donc on pourrait très bien faire un fake out, hein, faire une grosse mèche pour aller toucher la jaune et redescendre en bas. Donc le mieux c'est quand même d'attendre des clôtures ou un pullback, hein. Par exemple se faire rejeter par la zone, on pullback ici, pourquoi pas même ici, ce sera encore mieux. Ça veut dire on pullback sur le haut du triangle et sur les 0,618. Et là vous pouvez prendre un trade qui sera pas risqué. Pourquoi? Parce que du coup vous pouvez mettre un stop plutôt serré, hein, un stop par exemple par ici, voilà, et viser ensuite beaucoup plus haut. Comme on a vu beaucoup plus haut, on aura la première zone aux alentours des 45 000, et ensuite on aura toute cette grosse zone, donc qui commence aux 48 000. La zone la plus importante, on a vu, c'est autour des 52-53 000, parce que c'est la confluence entre les deux zones de rechargement de short. Alors je vous rappelle, c'est quoi les deux petits rectangles ici? Le rectangle du bas, c'est la zone de rechargement de short par rapport à la dernière jambe baissière, donc celle-ci. Et le rectangle du haut, c'est la zone de rechargement de short par rapport au plus haut qu'on a fait. Et ici, bah, c'est la confluence entre les deux. Donc ici, grosse résistance. On a d'autres choses qu'on a vu dans les autres vidéos, mais voilà, entre guillemets, on a déjà ça, c'est bien suffisant. Et en plus, on a la trendline baissière constituée des deux derniers sommets. Vous voyez ici. Donc vraiment, cette zone-là, si on continue à monter, cette zone-là, ce sera la plus grosse résistance. Et si on arrive à casser cette résistance, ce sera plutôt un très bon signe pour le Bitcoin. Et de simples rebonds, on pourra passer à reprise de tendance haussière. Voilà, mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore là du tout. On aura déjà la zone des 45 000, 45-46 000 à casser, qui doit être d'ailleurs un des objectifs, une prise de profit si jamais on y va. Si on casse le triangle, ce sera le premier objectif. Alors bien entendu, hein, n'oubliez pas qu'on a quand même les derniers plus hauts aux alentours des 40-41 000. Grosse résistance également, on avait vu. Donc on devra s'affranchir. Mais globalement, si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone-là, ou pullback et repartir, normalement, ce coup-ci, on devrait quand même réussir à la casser. Plus une résistance est testée, plus elle a de chances d'être cassée. Donc, je m'attends que si on revient retester cette zone, il y a fort à parier qu'on arrive à la casser pour au moins aller rechercher les 45 000 $. Donc, ensuite, hop, je voulais vous montrer le super trend. Alors, on va cleaner un peu le graphique, voilà, pour y voir plus clair. On a également, alors je vous montre où il est, le super trend qui est également pile au niveau. Oui, alors on va s'enlever le Fibo déjà, on va y voir plus clair. Voilà, qui est pile au niveau du haut du triangle, la résistance du super trend. Donc, comme vous le savez, le super trend, quand on casse la ligne rouge là, il repassera en vert et c'est logiquement un bon signal aussi. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire, dont je vous ai déjà parlé. Les signaux de ces genres d'indicateurs, il marche bien en tendance. Rappelez-vous, pour le Market Cipher, dont je vous avais parlé, alors on peut aller voir le Market Cipher, hein, mais ceux qui suivent ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Voilà, comme vous voyez, le Market Cipher, c'est très simple. Vous avez des flèches bleues, c'est un signal d'achat, et en général, des fois, souvent, vous avez une petite passe verte, c'est une confirmation. Mais bon, le plus important, c'est le signal d'achat. Et les croix rouges, c'est des signaux de vente. Mais comme vous pouvez voir, je vous avais dit, en tendance haussière, il ne faut pas prendre compte des signaux de vente. C'est des très mauvais signaux. En général, ils nous donnent même des bottoms. Vous voyez là, ici, ici,
c'était des bonnes zones d'achat. Ici, il nous donne le bottom. Ici, il nous donne le bottom. Ici, il nous donne le bottom. Ici, pratiquement, pas tout à fait, mais presque le bottom. Lui, pareil, il nous donne un bottom. Lui, également, il est proche d'un bottom. Donc, vraiment pas pertinent, surtout en 3 jours. On avait vu que surtout en 3 jours, c'est encore moins pertinent. Les signaux de vente dans une tendance haussière ne sont pas à prendre. Par contre, les signaux d'achat, comme vous pouvez voir, voilà, hein, vous achetez là, magnifique. Vous achetez là, magnifique. Vous achetez là, magnifique. Voilà. Mais, et en période baissière, c'est l'inverse. Les signaux d'achat, vous voyez ici, parce qu'on est en tendance baissière, hein, on fait des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas, donc tendance baissière depuis les 65 000 $. Et bien les signaux de vente, ils deviennent mauvais. Vous voyez, il ne faut pas les prendre parce que ça vous donne un top. Par contre, les signaux de vente, vous voyez la croix rouge, magnifique. Ici, vous vendez et voilà, magnifique. Donc, ayez toujours ça en tête. Pour le super trend, bah, c'est la même chose. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas... alors, on va repasser en 4 heures. Tant qu'on n'est pas sûr qu'on soit en tendance haussière, parce que pour l'instant, on est toujours en tendance baissière, il vaut mieux éviter de prendre des signaux, parce que comme vous voyez en tendance haussière, hop, vous voyez, ici, ça passe vert, très bon signal d'achat, ça passe vert, très bon signal d'achat, ça passe vert, très bon signal d'achat, mais une fois qu'on est en tendance baissière, vous voyez, par exemple, le vert ici, mauvais. Par contre, le rouge, très bon. Voilà, donc là, c'est pareil. Vu qu'on n'est pas encore sûr qu'on on a repris la tendance haussière, jouer juste simplement avec le super trend, c'est plutôt risqué parce que vous êtes contre tendance. C'est pour ça qu'on vous dit toujours the trend is your friend. Donc la tendance c'est ton ami, donc il faut jouer avec la tendance. Donc en général, quand on est en tendance haussière, eh bien on prend des longues, on buy the dip. Buy the dip, ça marche que en tendance haussière, hein. Si vous essayez de buy le dip en tendance baissière, vous allez vous faire rect à tous les coups. Pourquoi? Parce que imaginons là, on est dans une tendance baissière plus longue, qu'on n'a pas trouvé un bottom et qu'on va aller voir plus bas. Pourquoi pas les 25 000, les 20 000, les 15 000, les 10 000, on n'en sait rien. Et que vous essayez d'acheter les dips. Donc vous achetez là, vous achetez là, vous achetez là, vous achetez là, et bien vous allez vous faire avoir à chaque coup. Et du coup, la seule fois où vous allez gagner, bah, en général, bah, c'est sur le bottom, c'est-à-dire le dip final. Donc si c'est pour perdre 3, 4, 5, 6 fois pour au final gagner, et encore, ça se trouve, d'ici là, vous aurez abandonné, parce que vous aurez tellement perdu à acheter les dips, et au final, eh bien, vous achèterez peut-être même pas le dip final, donc le bottom, parce que vous direz, c'est bon, ça va aller encore plus bas, et au final, vous allez craquer, vous allez abandonner. Bah, c'est pas une bonne stratégie. Dans une tendance baissière, on vend les tops. Vous voyez? Ici, en rebond, on avait un top, rappelez-vous, on avait dit qu'ici, il fallait sortir, on vend un top. Là, pareil, si on rejoint par exemple les 45 ou les 48 000 $, tant qu'on n'est pas sûr d'être en tendance haussière, c'est plus efficace de vendre un top que d'essayer d'acheter un dip. Parce que on ne sait jamais à l'avance, sûr et certain, qu'on a bien trouvé un bottom. Donc buy the dip, c'est bien en tendance haussière, mais en tendance baissière, c'est plutôt risqué. Bien entendu, je ne parle pas aux investisseurs long terme qui achètent par palier. Donc vous, bien évidemment, tous les dips, vous les achetez. Parce que vous investissez, vous faites du dollar cost average, donc vous investissez par petits paliers. Donc vous pouvez mettre des petits paliers sur chaque dip. Ça, c'est pas un problème, parce que du coup, à la fin, si vous achetez là à 48 000, si vous achetez là autour des 30 000, si vous achetez à 25 000, à 20 000, à 15 000, voilà, au final, vous aurez un prix moyen à 25 000, et quand ça remontera à 100 ou 200 000 $, et vous serez fortement gagnant. C'est pour ça qu'on dit toujours aux débutants que la meilleure stratégie, c'est d'investir par palier, que ce soit par palier de temps ou par palier de correction, d'acheter chaque dip. Vous, c'est une bonne stratégie, bien entendu. Mais je parle aux traders ou plutôt ou alors aux investisseurs, on va dire court terme, qui essayent d'investir et en même temps de gérer leurs investissements comme des traders pour surfer les vagues haussières. Acheter les dips, c'est pas forcément la bonne solution. Donc d'ailleurs en commentaire, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Donc une question comme ça, on ne peut pas y répondre. Et c'est un bon moment pour acheter quoi, comment, qu'est-ce, sur du court, moyen, long terme, pour un trade, pour l'investissement. Je ne peux pas répondre à une question si elle n'est pas précise. Donc pour un trader long terme, je vais dire c'est toujours le bon moment d'acheter. Voilà, et surtout en ce moment, parce que on me demandait déjà si c'était bon le moment d'acheter pour ici, donc je vous avais dit non.
Mais maintenant qu'on a corrigé d'environ 50%, bien entendu, pour un investisseur, c'est un bon moment d'acheter. Et si ça va plus bas, bah, vous en rachèterez plus, tout simplement. Pour un trader, est-ce que c'est un bon moment d'acheter? Bah, on a vu que non. Maintenant, c'est pas un bon moment d'acheter parce qu'on est sous résistance. Ici, on pouvait acheter, ici, on pouvait acheter, ici, on pouvait acheter. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait hein, sur la chaîne et sur Twitter. Mais là, maintenant, il faut attendre. Voilà. Ensuite, niveau des indicateurs, on a vu qu'on avait déjà eu nos confirmations daily. Donc maintenant, ceux qui veulent une plus grosse confirmation pour avoir un gros mouvement haussier, plus sûr, on a vu, hein, depuis le début de la chaîne, c'était le 3 jours, il était beaucoup plus fiable, et pour l'instant, on n'a encore rien du tout. Vous voyez, on est toujours en zone de survente sur le stock RSI, même s'il a croisé, tant qu'il est en zone de survente, c'est pas bullish. Et le MACD, alors il commence à ralentir un peu, mais on n'a encore rien de concret, on n'a pas de croisement, loin de là, on n'a pas de bougie verte, donc pas encore de grosses indications comme quoi on va avoir un plus gros rebond. Donc, bah, c'est tout ce qu'on va dire pour le Bitcoin, je pense, aujourd'hui. Hein. On est toujours dans le triangle, hein, et puis voilà, on attend. On attend, et puis si on casse et on clôture au-dessus du triangle, bien entendu, le premier objectif, mis à part les 40 000 $, ce sera en premier les 45 000 $. Et je vous rappelle que si vous voulez, hop, voilà, il y a toujours cette vidéo qui est toujours d'actualité, Bitcoin face à de grosses résistances, où justement on fait le point sur tout ce que le Bitcoin va devoir passer, les niveaux, etc. en détail, qu'est-ce qu'il y a comme résistance sur chaque niveau. Hein, par exemple, je sais pas, hop, on va se mettre en daily. Hop. Vous voyez, par exemple, ici, déjà aux alentours des 41 000 $, on a la MA 200. Vous savez, on a toujours la MA 200 qui se cumule même à peu près là avec la EMA 21. Ici, dans cette zone, en plus de la zone de rechargement de short, on devra s'affranchir de la MA 50 et la MA 100. Et en weekly, voilà, je vous rappelle que la grosse résistance, ce sera la EMA 21 aux alentours donc des 44-45 000 $. Voilà. Bon, il y a d'autres choses, hein, mais allez voir la vidéo si vous voulez avoir vraiment toutes les résistances, parce qu'on avait fait une vidéo exprès sur le sujet. Donc du coup, maintenant on va passer au scénario Elliott Wave. Donc on m'a posé une question hier en commentaire, donc je vais répondre. On m'a dit, alors, comme ici on est dans une vague 1, 2, 3 et 4, et qu'on a été, alors, on n'a pas encore touché, je vous rappelle, les 0,618, on s'est arrêté un peu avant. Donc on m'a dit, on a fait une forte 1 et normalement on doit faire une faible 4. Donc est-ce que le scénario n'est pas invalidé? Eh bien non. Parce que ce n'est pas une règle qui élimine des scénarios. C'est juste une observation. Ça veut dire que la plupart du temps, quand on fait une forte 1, on aura une 4 plutôt faible. Donc je vous rappelle, une 4 plutôt faible, en général on va rechercher les 0,236, les 0,382, voire les 0,5. Mais pas les 0,618 parce que là c'est une 4 forte. Mais c'est pas une règle, c'est une observation. Pour qu'un scénario soit éliminé, il faut que le bas de la 4 dépasse le sommet de la 1, c'est-à-dire les 14 000 $. Tant que la 4 n'a pas dépassé ce sommet, le scénario n'est pas invalidé. Deuxièmement, je vous rappelle, quand on fait une vague 3 très forte, alors pourquoi je dis que la vague 3 est très forte? Tout simplement, regardez, vous mettez un Fibo d'extension, je vous l'ai mis là. Alors, les prix moyens en général, les objectifs moyens, vous le savez, que je vous le répète tout le temps, c'est les 0,236, 0,618. Comme vous pouvez voir, c'était autour des 20 000 $. Donc on les a dépassés allègrement. Ensuite, 261,8, c'est déjà une vague 3 forte, autour des 33 000 $. Et ensuite, les deux derniers Fibo d'extension, les 3,61,8 et les 4,23,6, c'est une vague 3 très forte. Et c'est autour des 48 000, 50 000 $. Mais là, on a été chercher 65 000 $, donc bien au-dessus. Il n'y a même plus de Fibo, vous voyez. Donc c'est une vague 3 très très forte. Donc il est logique que quand on ait une vague 3 très forte, on ait également une correction plus puissante. Plus on a une grosse impulsion, plus la correction doit être forte. Voilà. Donc non, ce scénario n'est pas annulé. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les émissions précédentes, le scénario, donc on est dans une vague 4. Une vague 4 c'est une correction doit se faire en 3 mouvements. Donc soit on a déjà trouvé le bottom ici et on a fait une A, B, C. Alors on la voit pas bien parce qu'il y a celle-là, hop, qui gêne, vous voyez. A, B, C, hop, la correction est finie et on va remonter à partir de là. Soit on est dans quelque chose comme ça. 1, 2, 3, là on cherche une vague 4, on va faire une 5.
pour aller peut-être chercher pile les 0,618 parce que je vous rappelle, on les a pas touchés, on s'est arrêté un peu au-dessus. Ensuite, du coup, on aura fait une vague A. On va avoir un gros rebond pour aller chercher, pourquoi pas, les 45, 48, 52 000 $. Bref, un gros rebond, on verra ça le moment venu. Et ensuite, une autre vague baissière pour aller rechercher. Alors, on pourrait s'arrêter avant, hein, par exemple sur les 0,618 en double bottom, ou beaucoup plus bas. Soit ici, c'est 0,382. Alors, en pointillé, c'est parce que c'est le Fibo pris en Fibo logarithmique. Ou pour aller chercher la zone de rechargement. Donc, les 0,76,4, 78,6 au niveau à peu près du dernier top, donc entre les 17 et les 20 000 $. Voilà, donc ça c'est le scénario bearish, donc c'est-à-dire qu'on aura une correction qui dure beaucoup plus longtemps que prévu, avec un gros rebond qui va piéger les gens. Et le scénario bullish, bah, c'est tout simplement qu'on a déjà trouvé le bottom. Mais j'explique bien ça dans la vidéo hier, donc si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo hier. Donc imaginons que ce scénario soit pas le bon, qu'il soit invalidé ou tout simplement ce soit pas le bon. Je vous rappelle qu'on a aussi le deuxième scénario, bah, d'ailleurs qui n'est pas ici, mais qui est ici. D'ailleurs c'est le scénario que me proposait la personne hier en commentaire. Elle me disait oui, pourquoi pas le bottom n'ait pas été trouvé là et on soit dans une grande une. Oui, bah, c'est tout à fait mon scénario, un scénario qu'on a depuis plusieurs mois d'ailleurs. Parce que comme je vous l'avais dit, on n'est pas sûr que le bottom a été trouvé là ou là. C'est vraiment, il n'y a rien qui élimine pour l'instant les deux. Le bottom a pu être trouvé là, comme il a pu être trouvé là. Donc voilà, si le bottom a été trouvé là, bien évidemment, du coup on n'est pas dans une vague 3. Parce que si le bottom est là, on a fait 1, 2, 3. Si le bottom a été trouvé là, eh bien c'est tout simplement une 1. Donc une 1, vous savez que par contre ça retrace beaucoup plus fortement. Et une 1 peut retracer au maximum jusqu'au point de départ. Donc une 1, pour être invalidée, il faudrait qu'elle aille sous les 3800 $. Donc voilà, la 1, elle peut retracer très fortement. Hein. Elle peut aller là sans problème, mais elle peut aller là aussi sans problème, aux 10 000 $. Donc ça, c'est le scénario, c'est le deuxième scénario, avec un bottom trouvé ici, tout simplement. Et le sous-décompte, ça reste le même. Hein. Soit, alors, une ABC, comme je l'ai montré dans l'autre scénario, ce serait pas possible. Pourquoi? Alors, d'un point de vue graphique, c'est possible, hein, une ABC, tout simple, pour une correction. Mais le problème, c'est le temps. Vous avez une vague 1 qui dure plus d'un an, je crois. De mars à... Ouais, plus d'un an. 400 jours. C'est pas possible que la vague 2, elle dure 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être un peu proportionnel contre le temps, avec le temps. Donc si une vague 1, elle dure un an, la vague 2, elle va durer 3 mois, 6 mois. Elle peut même durer beaucoup plus longtemps. Hein. Vous avez vu que si on est dans le premier scénario, la vague 2, elle dure quasiment aussi longtemps que la vague 1. Donc une vague 2 qui dure 2-3 semaines alors que la vague 1 a duré un an, c'est tout bonnement pas logique. Et alors c'est pas impossible, mais c'est vraiment très peu probable. Donc si on est dans ce scénario-là, la correction va durer sûrement beaucoup plus longtemps, au moins 3 mois, voire 6 mois. Hein. Donc on aurait plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'était juste pour remontrer le scénario alternatif. Maintenant, vu qu'on me le demande souvent, on va aller faire un tour du côté d'Ethereum. Donc comme vous savez, Ethereum, on était passé bullish en 4 heures à ce niveau-là. Quand on avait fait des achats d'ailleurs par ici. Quand on avait eu une belle divergence haussière. Vous voyez, on fait un plus bas et si on met en linéaire, ça se voit encore plus. Vous voyez, sans les mèches, on a fait clairement un gros plus bas. Mais un plus haut sur le RSI, donc divergence haussière. On avait également tenu le joli support ici horizontal aux alentours des 2000 $. Donc on avait fait des achats ici. Alors moi j'avais pas pris de trade personnellement, mais j'avais racheté de l'Ethereum. Parce que tout simplement moi j'ai revendu mon Ethereum. Alors pas tout, mais j'ai revendu une partie de mon Ethereum aux 4200 $ exactement. Et donc bah, du coup j'en ai racheté bien entendu autour des 1800-2000 $. Mais sinon il y avait un trade également à prendre ici. Mais vu que moi je l'ai pris sur le Bitcoin, j'ai même 2 trades ouverts sur le Bitcoin, j'ai préféré tout simplement acheter de l'Ethereum parce que de toute façon je voulais en racheter. Ensuite, bien entendu, on avait la cassure de la trendline et les confirmations indicateurs. Par contre, lui, contrairement au Bitcoin, en daily, on n'a pas eu encore les confirmations. Alors, pourquoi je vous mets les moyennes mobiles? C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, vous voyez que lui, en daily, alors, le stock RSI, il est OK, il nous fait un joli W,
un croisement, et là il est en train de repasser au-dessus de la zone de survente. Mais par contre, le MACD, il n'a pas encore donné son accord. Il n'a pas croisé, on n'a pas encore de bougie verte. Donc, prudence. En plus, on est sur une sorte de résistance, vous voyez. On fait un joli W, alors ça c'est bullish, un W, mais c'est bullish une fois qu'on l'a cassé. Tant qu'on ne l'a pas cassé, on est là, on est sous une résistance. Donc je vous ai mis une petite ligne rose pâle ici. Alors pourquoi pas ici? Tout simplement parce que ici on a la base. Et là aussi on s'arrête ici. Et là c'était juste un fake out, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre des clôtures. Là on n'a pas eu de clôture entière de bougie au-dessus de cette zone. Donc c'était juste un fake out. Et voilà. Mais si on commence à avoir des clôtures au-dessus, ce sera plutôt bullish pour l'Ethereum. Surtout si on a la confirmation des indicateurs. Alors, je vais enlever cette petite ligne. Vous l'avez vu maintenant. On a également le bas du canal haussier. Alors, on va s'enlever les indicateurs pour y voir plus clair. Alors, de quel canal haussier on parle? On parle du canal haussier dans lequel on était en février. Vous voyez, on était resté dans ce canal. Puis, on l'avait cassé à la hausse ici. D'ailleurs, rappelez-vous, on avait pris des achats ici sur la cassure du canal. On l'a réintégré. Et regardez ce qui s'est passé. On l'a même traversé totalement en un seul coup. Voilà. Ensuite, comme on a vu, on a fait un petit fake out ici. Et maintenant, on est une nouvelle fois de plus en train de le retester. Donc, bien entendu, si on commence à clôturer au-dessus, avoir une bougie au-dessus du canal, ce sera plutôt bullish. Surtout si on passe également la ligne que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, on va se la remettre. Hop. Ça nous fait double résistance de passer d'un seul coup. Plus confirmation indicateur. Un bon niveau pour tenter des achats. Alors, on peut aller voir du côté des moyennes mobiles aussi qu'est-ce qui se passe. On va s'enlever les dessins. Et bien voilà. Là, on est pile sur la EMA 21. Vous voyez, c'est elle également qui bloque. Plus la EMA 50, la MA 50 juste au-dessus. Donc, encore une fois, si on passe ces deux moyennes mobiles, en daily, on n'a plus rien. Hein. Vous voyez, parce que là, contrairement au Bitcoin, on a moins chuté par rapport aux moyennes mobiles. Parce que le Bitcoin, il est en dessous. Toutes ces moyennes mobiles, il est en dessous de la moyenne mobile 200. Alors que l'Ethereum, il y a encore la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 100, et donc du coup, il ne nous reste plus que ces deux-là à passer. Donc bien entendu, si on arrive à clôturer au-dessus de ces moyennes mobiles, au-dessus du canal, au-dessus de la base du W, avec confirmation indicateur, évidemment, c'est un gros signal haussier, et il faudra s'attendre à les rejoindre. Alors là, tout simplement, on va se mettre un petit Fibo. Alors, hop, je vais enlever la flèche là pour placer plus précisément. Bon, il est déjà placé précisément. Donc, on est également encore une résistance. Donc, là, vraiment, on a une grosse zone, une grosse confluence de résistance ici. Hein. Comme vous le savez, plus il y a de résistance, plus c'est bullish quand on la casse. Donc, on est sur les 0,382. Donc, en général, quand on casse les 0,382, la zone ensuite à surveiller, c'est la zone de rechargement. Donc, ici, donc entre les 0,618 entre les 0,618 et les 78,6, donc la zone de rechargement de shirt. Donc du coup là, c'est plutôt une zone en rouge, parce que c'est pas une zone d'achat, ce sera plutôt une zone de take profit, voire une zone de shirt. Et en même temps, on aura, alors c'est un peu brouillon, du coup on voit plus rien, mais j'espère que vous voyez un peu. Alors je vais changer de couleur, du coup je vais le mettre peut-être en bleu. Voilà. On a également le haut du canal. Donc vraiment, ceux qui rentrent en trade ici, il faudra prendre des profits, parce que non seulement on a la zone de rechargement de shirt, mais en plus on a le haut du canal. Donc aux alentours des 3400 jusqu'aux 3800 $. Il y aura normalement une forte résistance dans cette zone. Si par contre on arrive à passer au-dessus de cette zone, non seulement on sera au-dessus de la zone de rechargement de shirt, mais également on sera au-dessus du canal. Donc ce sera plutôt extrêmement bullish pour l'Ethereum. Et là, il faudra s'attendre à aller voir des nouveaux plus hauts. Donc on pourra ensuite, bien entendu, pour ça, surveiller, comme vous savez, les indicateurs en 3 jours. Et voilà, donc si on casse cette zone, et en plus qu'on aura des confirmations avec les indicateurs en 3 jours, eh bien, il y a fort à parier qu'on fasse des nouveaux plus hauts pour l'Ethereum. Pourquoi pas aller rechercher les 5000, 6000, 8000 ou 10 000 $. Bien entendu, de toute façon, ce sera corrélé au Bitcoin. Hein. L'Ethereum, il ne va pas partir tout seul. Hein. Donc, si le Bitcoin, pareil, mais par contre, une chose à savoir, c'est que le Bitcoin pourrait très bien aller chercher la zone, comme on a vu, aux alentours des 48 000, 52 000 $ et rechuter après. Mais pendant ce temps-là, l'Ethereum, lui, pourrait faire des plus hauts, vu qu'on a vu qu'il était plus bullish. Donc ça, c'est pas un scénario à exclure. Bien sûr, ils sont plus ou moins corrélés, mais pas dans les mêmes proportions.
Donc le Bitcoin pourrait s'arrêter tout simplement dans sa zone de rechargement de short, un peu comme il a fait en 2018, un peu comme il a fait là. Vous voyez, quand on a chuté aux 65 000 $, là je vous avais dit attention, on est peut-être dans un scénario à la 2018, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Bitcoin allait faire un rebond pour aller rechercher sa zone de rechargement de short aux 60 000 $. Pendant ce temps-là, il y a tous les altcoins, ils ont fait, enfin tous les altcoins, une grosse majorité des altcoins qui ont fait des nouveaux plus hauts. Et je vous avais dit attention, on est probablement dans le même scénario qu'en 2018, quand le BTC a chuté, puis il est remonté aux 17 000 $. Pendant ce temps-là, les altcoins ont fait ATH et ensuite tout a craché. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est pour ça que nous on avait pris des profits. Du moins, je vous avais conseillé de prendre des profits sur les altcoins ici. Et moi, tous les altcoins nous m'avaient demandé d'analyser et que j'étais placé. Donc BNB, on avait pris des profits à 630, Ethereum à 4200, ETC à 150 ou je sais plus combien, Neo pareil, EOS également, XRP à 1,90. Bref, parce qu'on sentait la douille et on sentait le scénario de 2018 et le gros crash ensuite. Voilà, donc il pourrait se passer la même chose sur plus gros time frame. Donc un gros rebond ici, certains altcoins qui font des nouveaux plus hauts, et ensuite, eh bien, un gros crash, comme on a vu pour le scénario Idiotisme, peut-être être dans une A, B et C. Voilà, ça c'est pas non plus à exclure. Donc l'Ethereum, lui, pourrait très bien aller faire des nouveaux plus hauts, alors que le Bitcoin reste sur sa zone de rechargement de short. Mais bon, comme vous l'avez vu, pour l'instant, on n'en est pas encore là, on est toujours sous grosse résistance. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce gros résistance qui est constitué d'au moins 3 ou 4 ou 5 résistances, eh bien pour l'instant, rien n'est joué. Voilà, pour finir, bah du coup, on va jeter un œil aux vagues d'Elliott sur l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, lui, contrairement au Bitcoin, on pourrait être aussi un scénario à la Bitcoin, c'est-à-dire avoir fait une vague 1, 2, 3, là être dans une 4 et une 5. Donc je ne l'ai pas remis parce que du coup ce sera exactement le même scénario que le Bitcoin. Donc il suffit d'aller voir le scénario du Bitcoin. Là j'ai plutôt mis l'autre scénario sur l'Ethereum, c'est-à-dire avec un bottom ici. Vous voyez, on a fait une grosse correction en WXY. Le bottom a été trouvé au mois de mars. Et là du coup on a une 1, 2, 3, 4, 5. Théoriquement on a fini. Et eh bien on corrige donc une vague 1. On a atteint les premiers objectifs d'une vague 1, donc les 0,618. Mais exactement la même chose que je vous ai dit sur le Bitcoin, eh bien, c'est pas possible, trop court. On ne peut pas faire une vague 1, une vague 2 qui dure 2-3 semaines, alors que la vague 1 a duré plus d'1 an. Donc, deux possibilités. Soit, on n'est pas dans ce scénario-là, on est dans le scénario comme du Bitcoin, 1, 2, 3, là c'est une 4, et ensuite une vague 5. Soit, tout simplement, regardez un petit peu. Vous voyez, une vague 1, on a notre vague 1. Toujours suivre sur le RSI. Si le RSI ne correspond pas en général, c'est qu'il y a un problème. Une vague 2 qui corrige, une vague 2, une vague 3 qui fait un plus haut par rapport à la vague 1, hein, c'est ce qu'on veut voir, la vague 3 doit être plus haut que la vague 1, une vague 4 qui corrige, une vague 4 et une vague 5 qui doit être plus basse que la vague 3, qui doit diverger. C'est comme ça qu'on se sert du RSI hein, pour les vagues d'Elliott, pour confirmer nos vagues. Donc là, nos vagues, c'est des belles vagues confirmées. Mais on pourrait toujours être dans la vague 3, la vague 5. Pourquoi? Parce que regardez, vous voyez, on a une grande vague 1, une grande vague 3, et finalement on a une petite vague 5. Donc pourquoi pas, vous voyez là, alors, je vous rappelle, le scénario, c'est une ligne diagonale. Alors, une ligne diagonale, tout simplement, au lieu d'être, les sous-vagues, au lieu d'être en 5, elles sont en 3. Donc A, B, C, et vous voyez, hein, sur le RSI, A, B, C, et là, A, pourquoi pas B et C? Donc en fait, cette petite vague ABC, c'est peut-être juste la sous-vague. Donc je vais l'enlever. Eh bien, hop, c'est pas ici. Ça pourrait être juste la sous-vague d'une A. Et là, on a fait la B. Et on attend une C. Donc je vais la mettre en bleu pour coller aux autres. Voilà. Et du coup, la petite vague 5 qui est théoriquement finie ici, peut-être qu'elle n'est pas finie, qu'elle va aller rechercher nos objectifs plus hauts, voire même beaucoup plus haut. Hop. Voilà. Et en fait, voilà. Et en fait, donc du coup, ici, ce serait, vous voyez, c'est beaucoup plus harmonieux. 1, 2, 3, 4, 5. Une vague 5 qui est proportionnelle aux autres vagues. Et on aura toujours la validation. Ici, notre vague 5, hein, vous voyez, même si
on fait une nouvelle vague ici, on va rechercher plus haut. Le RSI, il fera jamais un plus haut par rapport à ici. Hein. Il va sûrement s'arrêter par ici, donc on aura toujours notre divergence sur le sommet de la vague 5. Donc voilà, ce serait plutôt pas mal. Donc du coup, une vague A, une grosse vague B. Hein. La vague B, elle n'a pas été recherchée en dessous. Alors, il faut quand même que je vérifie. Non, la vague B n'a pas été recherchée. La vague B, hein, tant qu'elle ne va pas en dessous son point de le départ de la vague A, elle n'est pas invalidée. Hein. Donc si on était parti ici, ce scénario-là, ce serait pas bon. Mais là, ce scénario, bien, il est tout à fait plausible. Hein. On a fait une vague A, une vague B, hein, vous voyez, A, B, sauf que là, on a eu des petites vagues B, mais on peut très bien avoir une grosse vague B et faire une dernière vague C pour conclure. Donc, imaginons, on est dans ce scénario-là. Eh bien, on pourrait se mettre une petite prolongation de Fibonacci pour voir des objectifs. Donc, le bas de la A, le haut de la A. Alors, on va essayer d'être précis quand même. Et le bas de la B. Donc voilà, les objectifs. Alors, je vous rappelle, on avait déjà des premiers objectifs ici. Hein, mais ils sont un peu bas, du coup, si on a ce scénario. Donc, les objectifs principaux, ce serait ici. Voilà. Dans cette zone. Donc, entre les 6 000 $ et les 10 000 $. Bien évidemment, on pourrait aller chercher les derniers objectifs aux alentours des 14 000, 15 000 $. Mais, comme vous savez, moi, je préfère toujours rester raisonnable et prendre les objectifs moyens et pas viser plus haut. On pourrait même casser hein, à la hausse les Fibo. Hein. Comme vous avez vu, ça arrive parfois qu'on casse. Mais on préfère rester raisonnable et prendre des profits ici. Bien entendu, pas tout revendre. Hein. Et si ça va plus haut, ben on prendra des profits plus haut. Mais au moins, on prend des profits dans une zone raisonnable. Et puis, un Ethereum à 6 000, à 7 000 ou à 10 000 $, je pense que si vous avez racheté beaucoup plus bas, c'est quand même, vous ferez quand même des gros profits. Surtout si vous êtes comme moi et vous avez acheté un Ethereum à 100 ou 200 $, on va pas être trop gourmand. Donc, si ce scénario-là se met en place, bien entendu, qu'on prendra les profits entre les 6 000 et les 10 000 $. Voilà, donc je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pour les 30 $, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez très prudents. Alors pour ceux qui veulent des nouvelles, oui, j'ai passé la radio aujourd'hui. Apparemment, j'ai rien de cassé. Donc maintenant, il va falloir que je passe d'autres examens, genre des échographies, etc. pour voir s'il n'y a pas quelque chose niveau musculaire. Mais au niveau de mes os, tout va bien. Mes os sont en très bonne santé. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!